Bonsoir et bienvenue à cette émission de Ça ne tombe pas du ciel. Mon nom est François Bégin, générateur de liberté et il me fait plaisir de vous accueillir de nouveau ici chez Élie Carrier à Wendake pour cette émission de Ça ne tombe pas du ciel. Et cette semaine, on parle de plein de choses. On parle de dépenser ses certificats cadeaux avec Aline Tardy dans la chronique Nettoyez vos finances et on va recevoir Marie-Ève Lessine de Let It Be Méditation, de la méditation pour entrepreneurs. Bien hâte d'en apprendre plus et de vous en parler davantage. Mais d'abord, on va aller rejoindre notre ami David Faux, humoriste de la relève, pour un Vox Pop sur l'argent. On a rencontré des gens chez IGA Les Sources à Cap-Rouge et on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Une très belle émission et on se reparle plus tard. À tout de suite! Trop longtemps, j'ai été frustré par mes finances. Je me suis mis en action pour améliorer ma relation à l'argent, pour que l'argent ne soit plus une fin, mais un moyen de réaliser mes rêves, d'être plus heureux, d'être plus libre. Et tout ça, ça ne tombe pas du ciel. D'après vous, c'est quoi que les gens pensent des gens qui ont beaucoup d'argent? Moi, je pense qu'ils sont un petit peu jaloux des fois. Puis ils pensent qu'ils sont plus snobs. C'est quoi, selon vous, une mauvaise dépense? Une mauvaise manière de dépenser l'argent, ça serait quoi? Acheter un cabanon. Ah oui, OK. Ça semble être dans vos priorités un peu plus tôt. Lui, en veut un. Moi, je trouve pas ça nécessaire. Alors, pour moi, c'est une mauvaise façon de dépenser l'argent. Une mauvaise dépense, bien, c'est se créer un besoin. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour 1 million de dollars? Pour $1 million? Difficile comme question. Mettons, danser nu, Ouais, pas de problème. avec du chocolat. Ouais. C'est mamelon. Mettons. Je sais pas. Non? Pas jusque-là? Est-ce que c'est tabou pour vous de parler d'argent? Ben, En famille, oui. En famille, oui. Devant la caméra, c'est correct. On peut se lâcher Ils lousse. nous connaissent, c'est pas pire. Est-ce que pour vous, faire un budget, c'est mieux ou pire qu'aller à la ronde un jour de pluie? je pense que ça serait pire. Ouais. Pire faire un budget? Ouais. Tu le dépasses tout le temps. C'est sûr et certain. Bienvenue dans cette chronique Finances personnelles avec Charles-Antoine Boudreau de Planiprêt Québec qui est directeur de l'équipe ici. On se trouve dans les bureaux de Le Bourgneuf et on va aller le rencontrer pour parler stratégie hypothécaire. Merci de nous recevoir, Charles-Antoine, dans ton bureau chez Planiprêt Québec. Merci à toi de te déplacer dans le bureau. On est content d'être là parce que j'ai une question qui me brûle les lèvres que je me suis fait poser tellement souvent. Puis là, c'est le moment de vous rappeler à l'ordre, chers téléspectateurs, parce que quand j'étais courtier hypothécaire, la question qui me revenait le plus souvent, puis j'étais tanné de l'entendre, c'est quoi ton taux? Ça t'arrive-tu de te faire poser cette question-là? Effectivement. Trop souvent, les gens vont focusser vraiment juste sur le taux d'intérêt. Par contre, c'est très important. Oui, c'est un facteur qui est important, mais il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres conditions à regarder au niveau de l'hypothèque. Donc, je pense à la transférabilité. La personne qui veut transférer son hypothèque, déménager. Je peux penser aussi aux pénalités. C'est un facteur qui est très important, la pénalité. Ça peut varier d'une institution financière à l'autre. Ça peut varier beaucoup, puis les gens ne réalisent pas, mais la pénalité, dans la majorité des cas, les gens qui signent sur un 5 ans ne respectent pas leur terme de 5 ans. C'est quoi les statistiques, les dernières? Bien, selon la SCHL, 71-72 % des gens ne se rendent pas à l'échéance. Donc, c'est quand même très élevé comme statistique. Fait que souvent, les gens vont accrocher sur le taux d'intérêt, peut-être pour une différence de 0,10. Par contre, dans une banque A, on peut facilement peut-être aller chercher une pénalité de 10-12 000 $, tandis que si on aurait peut-être choisi la banque B, bien, on aurait une pénalité de 2-3 000 $. Donc, ça a un gros impact sur le choix au niveau de notre produit. Parce que si on avait un tableau, là, on vous montrerait des chiffres puis on dirait, bien, 0,10 de taux, c'est quoi la différence après 5 ans versus une pénalité qui est, imaginez, là, 8, 9, 10 000 $ de plus, la différence est là. Fait que quand on parle de taux, on regarde juste pas au bon endroit. On voit pas qu'est-ce qui est essentiel, finalement. Exactement. Donc, trop souvent, les gens vont focusser sur le taux d'intérêt. C'est important vraiment de regarder l'ensemble des conditions qui sont reliées à l'hypothèque. Quand les gens viennent te voir, Charles-Antoine, c'est quoi que tu as en tête? Est-ce que c'est juste de parler d'hypothèque ou tu regardes de façon globale l'ensemble des dettes et du passif du client? Bien, de notre côté, au niveau de notre rôle, l'objectif, c'est d'être un peu le chef d'orchestre de l'ensemble de la gestion au niveau des finances du client. Donc, souvent, les gens vont penser qu'on s'occupe juste de l'hypothèque, mais il y a beaucoup d'autres choses aux alentours. Je peux penser aux comptes courants qu'on va faire les transactions. Des fois, les gens peuvent peut-être avoir 3, 4, 5 comptes, des frais de compte de 50, 60 $ par mois. Est-ce qu'on peut trouver une façon de réduire ça? Est-ce qu'on peut travailler avec des comptes qui sont sans frais?
Donc, quelle stratégie on va mettre en place par rapport à ce niveau-là? Je peux aussi regarder le point souvent les gens ont des fois des prêts personnels pour toutes sortes de projets, que ce soit rénovation. J'ai fait faire une piscine, une cuisine, puis là, je paye des fois avec on nommera pas les produits de crédit courant, mais tu sais, il y a des affaires qui coûtent du 10 % d'intérêt, des fois, on voit ça. Effectivement, tout ce qui est automobile, véhicules récréatifs ou autres projets, piscine, souvent les taux d'intérêt vont être 4, 5, 6, 7, 8 % d'intérêt. Donc, est-ce qu'on peut trouver une stratégie pour éviter de payer des taux d'intérêt qui sont quand même assez élevés au niveau des prêts personnels? Sans nécessairement dire que si tu as fait faire une cuisine, tu ne l'amortiras pas sur 25 ans, parce que si on pense à des produits comme une marge de crédit hypothécaire, tu peux avoir différentes tranches dans ta marge de crédit. Exactement. Donc, exemple, si on utilise l'hypothèque puis on prend un véhicule, souvent les véhicules, on va les amortir sur 4, 5 ans en fonction des budgets des clients. Fait que de cette façon-là, l'hypothèque, le véhicule est terminé de payer sur une période de 4 ou 5 ans. Par contre, on a utilisé des taux autour de 2, 3 %. Donc, l'économie est quand même majeure, effectivement. Donc, c'est comme si la personne avait eu son prêt auto à même son hypothèque sur un amortissement de 4-5 ans, mais à un taux d'intérêt qui est beaucoup plus bas que ce que votre concessionnaire peut vous offrir. Exactement. Excellent. Charles-Antoine, il y a des courtiers hypothécaires qui nous écoutent présentement et qui se disent, c'est quoi la différence d'aller travailler chez Planiprêt? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bannières, puis en même temps, ça intéresse les gens qui nous écoutent aussi quand il est temps de choisir un courtier. C'est quoi qui vous différencie ici? Bien, moi, ce que j'ai bien aimé quand j'ai choisi cette bannière-là, c'est la qualité de la formation des gens qui sont au niveau de la firme principalement. Cette qualité-là m'amène à me surpasser toutes les années. Donc, ça me permet d'avoir des bonnes performances pour l'ensemble des courtiers au niveau de la firme. Ce que j'aime bien, c'est aussi au niveau du partage d'informations. Au niveau de la firme, les gens, on arrive d'un voyage justement à Club Excellence. Donc, il y a beaucoup de partage qui est fait. Au niveau des meilleures pratiques, justement, c'est d'échanger sur comment je peux niveler par le haut, partager les meilleures pratiques du marché parce que vous êtes des spécialistes, vous faites que de l'hypothèque. Exactement. Il n'y a pas beaucoup d'individualistes, donc ça nous permet toujours d'aller chercher des idées de chacun et de performer à ce niveau-là. Génial. Charles-Antoine, merci de ton accueil. Ça a été vraiment intéressant comme échange. J'espère que les gens à la maison ont retenu des trucs pour payer leur maison peut-être plus rapidement. C'est ça que vous faites dans la vie, permettre aux gens de payer ça plus vite. Fait qu'on apprécie les trucs puis on aura l'occasion de se reparler. Merci beaucoup. Merci à toi. Bienvenue dans les chroniques Nettoyer vos finances avec Aline Tardy, qui est coach et formatrice pour Éduc-Argent. Bonjour, Aline. Bonjour François. Aline, ce soir, tu nous parles des certificats cadeaux. Oui. J'en connais, puis là, je ne veux pas nommer personne. Mon propre père, oups, c'est fait. Mon propre père à qui j'ai déjà donné des certificats cadeaux et je sais pertinemment qu'il les a soit perdus, soit pas dépensés. Ça arrive fréquemment, ça. Soit que quand il voulait l'utiliser, il ne trouvait plus où est-ce qu'il était. Exactement. Alors oui, ça arrive fréquemment. Et c'est intéressant de recevoir un certificat cadeau parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Sauf que, justement, il faut qu'on sache, c'est quand la date d'expiration, il faut qu'on s'organise pour le convertir. Puis, le conseil que je donne aux personnes qui reçoivent des certificats cadeaux, d'une part, c'est de s'organiser pour savoir où est-ce qu'ils les mettent, avoir un les classer dans un dossier spécial ou dans un compartiment spécial de leur porte-monnaie pour les avoir à portée de la main. Moi, ce que je fais même des fois, c'est que je les mets parce que, bon, c'est sûr que la loi a changé. Maintenant, il y en a qui ne passent plus date, l'expiration. Il y en a qui gardent leur valeur quand même légale. Mais je me suis toujours organisé pour les classer en fonction de c'est quel le prochain que je dois utiliser avant la date d'expiration, là. Exactement. Puis, lorsque vous les utilisez aussi, là, c'est intéressant de les utiliser au complet. Si vous faites, si vous avez un certificat de 100 $, ben achetez quelque chose qui vaut 100 $ ou un petit peu 110 plus. 110 $ ou 120 $. Oui, parce que de cette façon-là, vous allez être sûr que vous ne perdrez pas sur votre certificat cadeau. Parce que moi, ça m'est arrivé de recevoir un certificat de cadeau, justement, de 100 $, de faire un achat de 92 $ et le 8 $ après, d'une part, je me souvenais plus exactement du montant, puis d'autre part, ben mettre 8 $ sur une carte de crédit, on peut l'égarer facilement. Ça passe pas. Aline, c'est des bons trucs, ça. Puis les certificats cadeaux, on en reçoit tout le temps, à Noël, à toutes les fêtes. Donc, c'est de l'appliquer. Et concrètement, là, si on veut sortir de cette frustration-là financière, faire du ménage dans nos finances, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut... On peut s'organiser pour mieux se connaître par rapport à l'argent. Et pour ça, nous, à Éduc-Argent, on vous offre de faire votre profil de personnalité financière.
Avec le profil de personnalité financière, c'est intéressant parce que, par exemple, pour les certificats cadeaux, on ne dépensera pas de la même manière nos certificats cadeaux, dépendamment de notre profil. Type de personnalité, exactement. C'est ça. Ah ouais. Par exemple, la personne du type romantique, elle va en profiter pour s'acheter un petit quelque chose qui lui fait plaisir. Oui. La personne du type nourricier, ben, peut-être qu'elle va faire un cadeau avec. Intéressant. La personne du type accumulateur, elle va attendre pour le dépenser. Elle va attendre que ça soit vraiment important parce qu'elle ne fera pas n'importe quoi avec son argent. Et vous offrez des formations, du coaching de groupe, coaching individuel. On visite le site educargent.com pour en savoir plus. Aline Tardy, merci beaucoup. Exactement. À la semaine prochaine. Merci François. Ça fait plaisir. Bye-bye. Bye. Bienvenue dans notre chronique Retraite avec Question Retraite et on reçoit aujourd'hui Mme Nathalie Bachand qui est présidente de Question Retraite. Madame Bonjour. Bachand, bonjour. Bienvenue à l'émission Ça ne tombe pas du ciel. Ça fait plaisir. Merci de supporter notre mission qui est similaire à la vôtre, qui est d'aider les gens dans leur planification de retraite. Tout à fait. Et vous, qui êtes-vous, Mme Bachand? Ben, moi, je suis actuaire de formation, planificatrice financière. Je roule ma bosse depuis plusieurs années dans le domaine de la planification financière. J'étais présidente de l'Institut québécois de planification financière et je suis présidente de Question Retraite depuis le mois de juin. Cette année, excellent. Question Retraite, en fait, la mission, on en a parlé déjà avec Olivier, c'est d'aider les gens à les éduquer au niveau de comment se préparer à la retraite. Oui, tout à fait. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui, des premières étapes, là, les étapes 1, 2, 3 pour se préparer en vue de la retraite. Parfait. Ça commence comment, ça? Bien, je pense que la première étape, c'est d'établir nos objectifs. Hein? La retraite pour un, la retraite pour l'autre, ça peut être très différent. Donc, c'est quoi mes objectifs retraite? Quand je veux prendre ma retraite? À quel âge? Qu'est-ce que je veux faire à la retraite? Combien ça va coûter prendre ma retraite? Donc, les gens qui veulent plus voyager, des gens qui sont plus tranquilles à la campagne, est-ce que je vais vendre ma maison? Donc, il faut établir notre propre plan, dans le fond, nos propres objectifs. Je dirais que c'est la première étape. En fonction de notre style de vie aussi, mais c'est sûr que c'est dur à évaluer à quel âge on va prendre la retraite, mais il y a des outils que vous avez développés, Question Retraite en ligne, pour essayer de planifier tout ça. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est fait. On a une vision claire. On s'est peut-être aussi entouré de professionnels pour nous aider, évidemment. L'étape prochaine, ça serait quoi? L'étape prochaine, bien, ce serait probablement, avec l'aide d'un professionnel, d'établir nos sources de revenus à la retraite. Donc, sur quoi je vais pouvoir compter comme revenu? Au Canada, on a essentiellement 3 piliers, je dirais. La base, c'est les régimes publics. Le premier régime public, c'est la pension de sécurité de la vieillesse. Donc, pension de sécurité de la vieillesse, c'est payé par le gouvernement fédéral à tout résident canadien qui a été pour une durée de 40 ans au Canada. On a à ce moment-là la pleine pension. On parle de quelque chose là, de près de 7 000 $ par année. OK. Mais là, il en manque un petit peu si on veut avoir une retraite confortable. En effet. Et c'est payable seulement à 65 ans. OK. Ça peut être reporté, mais pas avant. Le deuxième pilier, c'est le régime de rente du Québec. Donc, le régime de rente du Québec, c'est un régime pour lequel on cotise, nous et notre employeur, et qui va nous fournir, grosso modo, là, je voudrais 25 % de la moyenne de nos gains de l'ensemble de notre carrière. Donc, si on a travaillé beaucoup, on va avoir une meilleure rente que si on n'a pas travaillé beaucoup d'années. Le maximum payable par le régime de rente du Québec, c'est grosso modo là, 13 000 $ par année. On est rendu à 20 000, on n'est pas encore dans le grand confort. On voyage pas trop. On s'approche. Chez 13 000 $, il faut avoir cotisé un bon nombre d'années et il faut avoir cotisé au maximum chacune de ces années-là. Donc, si quelqu'un a été à travers les années, je ne sais pas moi, il est devenu travailleur autonome, entrepreneur, il n'a peut-être pas cotisé tout le temps en plein régime. Là. Bien, comme travailleur autonome, on cotise au régime de rente du Québec. Okay. Comme employeur, ça dépend de notre mode de rémunération. Je comprends. Excellent. Ouais. Donc ça, c'est les 2 premières choses de base. Exactement. À ça s'ajoute l'épargne des régimes de retraite privés. Si on a la chance que notre employeur nous offre un régime de retraite, qu'il soit à prestation déterminée, qu'il soit à cotisation déterminée, ça peut être un REER collectif, les nouveaux RVER là, dont on parle de plus en plus, qui sont obligatoires tranquillement. Donc, ce type de régime-là, dans lequel je vais cotiser, et que, si je suis chanceuse, l'employeur en met une partie, bien évidemment, ça va me donner un coup de pouce pour la retraite. On appelle, je pense, le RDPB, c'est ça? Donc, Bien, il y en a plusieurs. Okay. Il y a plusieurs types. RPDB, c'en est un. REER collectif, donc tous ceux qu'on a nommés, là, c'est difficile de s'y retrouver. Oui. Mais ça, votre professionnel va être là pour vous encadrer. Le professionnel et l'employeur là, doivent être là pour nous informer à ce niveau-là. Et puis, suite à ça? Bien, suite à ça, là, ça va vous appartenir. Hein? Ça nous appartient de mettre en place des structures. Là, c'est le REER personnel, le CELI, qui est un nouveau compte depuis 2009, l'épargne
horaires, là, traditionnels, qui vont venir combler tout ça. L'immobilier pourrait faire partie aussi d'une stratégie. Oui, tout à fait, soit des revenus de location, soit de l'immobilier qu'on vendra éventuellement. Tout ça afin d'essayer d'atteindre notre objectif et d'avoir suffisamment de revenus pour la retraite. Ça, c'est difficile dans une génération comme celle qu'on a aujourd'hui, qui est beaucoup dans l'instant présent, qui dit, ben moi, c'est you only live once, là, c'est le moment là qui est important, je m'oublie. Mais il ne faut pas oublier que quand on s'oublie nous-mêmes, ben, c'est une version de nous-mêmes qui va souffrir dans le futur. Hein? Tout à fait. C'est de penser à nous. Hein? On prend des heures à planifier l'achat d'un électroménager ou d'une voiture, mais là, il faut penser à notre propre santé financière. Puis la retraite, bien, l'espérance de vie de plus en plus longue, oui, hein? faut y penser. Dure longtemps. Madame Bachand, merci beaucoup. On aura le plaisir de se reparler dans une prochaine capsule. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Marie-Ève Lessine, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. Non, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, on vient de vivre des petits moments techniquement stressants. On a manqué de courant pendant 1 heure ou 2 et là, c'est de retour, mais on est resté zen dans tout ça. Je trouve aussi. C'est Une belle important. ambiance, oui. Ouais. C'est important de rester zen. Puis en affaires, c'est pas toujours facile. Il y a des impondérables, des imprévus qui arrivent. Il faut être capable de bouger rapidement. Le hamster nous tourne. On entend des fois des voix négatives. Comment on fait pour rester zen? C'est une grosse question. En même temps, déjà, le prérequis pour comprendre, pour rester zen, c'est comprendre qu'en fait, entre qu'est-ce qui se passe puis la façon dont on réagit, ben, c'est 2 choses. Parce que dans un même environnement, les gens vont réagir de manière très différente. Donc, on voit qu'il y a une composante très intérieure qui fait que on a toujours le choix de la façon dont on réagit. Donc, parfois, c'est sûr, c'est un peu comme c'est malgré nous qu'on réagit, etc. Mais il y a toujours des façons de travailler sur soi pour aller vers une certaine quiétude, donc un côté plus zen, même si on part d'un type d'entrepreneur qui est ultra stressé, Donc on parle de croissance personnelle, on parle de travail sur soi qui nous amène après ça à de se calmer un petit peu puis être capable de réagir moins. Là, Oui, c'est des techniques en fait, c'est ça, qui sont de l'ordre de la psychologie, finalement de l'humain 101, qui sont pour moi, c'est vraiment aller comprendre comment on fonctionne par des techniques pour pouvoir être beaucoup plus capable d'être une personne plus zen, plus... Et la méditation dans tout ça, Marie-Ève, parce que l'entrepreneur, c'est pas nécessairement c'est quoi de la méditation. Comment tu la décrirais? Mais en fait, moi, la méditation, je vois ça comme un outil. Très intéressant parce que c'est un outil qui est millénaire. Il y a énormément d'études scientifiques qui ont démontré les pouvoirs de la méditation quand c'est bien fait. Donc même si pendant longtemps ça a eu une connotation un peu ésotérique, ce que je vois dans la méditation, c'est le potentiel de devenir plus optimal comme humain quand on se met à méditer. Donc il y a plusieurs façons de méditer, la façon très puriste jusqu'à des techniques qui sont plus héritées de la pleine conscience, qui sont très très bien adaptées au monde justement des affaires où on veut que ça aille plus vite. À l'emploi du temps aussi, on n'a pas toujours le temps. Puis en même temps, il faut prendre un moment, mais on n'a pas toujours le temps de le faire. C'est sûr, mais c'est des choix à faire. Puis l'important, c'est pas forcément le temps, c'est l'optimum que ça va t'apporter. Ouais. Parce que méditer, finalement, après, ça te donne des idées plus claires, ça te permet d'être plus efficace, plus focus, t'es moins éparpillé. Donc forcément, tu gagnes du temps dans une certaine mesure. Mais c'est sûr que c'est pas dans notre philosophie de ralentir. Donc c'est pour ça que au-delà de la méditation, qui peut être vraiment l'aboutissement d'une pratique de travail sur soi, il y a peut-être à intégrer des pratiques qui sont plus de l'ordre de techniques de pleine conscience ou en tout cas des techniques aussi qui sont de l'ordre de la psychologie positive pour apprendre un petit peu à s'arrêter, donc court-circuiter cet hamster, refaire un mini reset, puis repartir sur d'autres bases. Ça me fait penser de parler d'une technique qui s'appelle la méditation à la Google, c'est-à-dire de s'arrêter toutes les heures, 10 secondes, pour faire comme un mini reset pour ta prochaine heure, mais de devenir finalement conscient pendant tes 10 secondes, puis pour donner le ton pour ta prochaine heure. Ne serait-ce que de réfléchir, qu'est-ce que je suis en train de faire présentement? Pourquoi je suis en train de faire ça? Est-ce que ça a du sens? Oui, et ressentir comment ça va. Tu sais, juste reprendre finalement conscience, sortir de sa tête, puis reprendre conscience de quelque chose de plus large, et se rebrancher finalement à une partie de soi où il y a des réponses. Parce que tout n'est pas dans notre tête. Beaucoup de choses se trouvent dans notre corps. L'intuition, on ne la pense pas ici, on la pense souvent ici. Donc, on dit je parle avec le cœur, mais en réalité, il y a plein d'autres parties du corps qui peuvent réfléchir aussi. Exactement, oui, on n'est pas juste une tête, on n'est pas juste une tête pensante. Comment t'en es venue, Marie-Ève, à enseigner ça?
En fait, moi, je suis le produit de mes enseignements dans le sens où je suis une personne ultra intellectuelle. Tu sais, j'ai travaillé 10 ans en recherche scientifique en santé psychologique au travail et j'étais payée, tu sais, pour réfléchir. Mais au final, j'étais jamais là. Tu sais, j'étais vraiment... j'étais par exemple sur mon cheval, je pense à mon travail, dans mon travail, je pense à mon cheval. Donc bref, tu sais, une grosse insatisfaction. Tu as travaillé dans le domaine financier également comme moi, dans le domaine bancaire. Exactement, 1 an à Paris chez Mazars. C'était une belle expérience, mais je n'étais pas douée pour ça. Donc j'ai trouvé ma voie après. Et donc finalement, j'ai découvert, c'est parti de plein de questionnements, tu sais, qui ont eu plusieurs embranchements, mais au final, j'ai découvert une technique qui a réussi à me transformer, moi, l'intellectuel. En quelqu'un, je sais que maintenant, je dégage du calme, du zen, mais j'ai pas du tout été comme ça pendant des années. Donc, oui, ça a eu le pouvoir de me transformer, mais tu sais, je suis quand même scientifique à la base. Les études montrent que ça marche sur la plupart du monde quand tu sais bien l'utiliser. D'une scientifique bancaire à une fille zen, calme, qui enseigne la méditation, tu as cheminé. Puis merci d'amener maintenant l'enseignement parce que je pense qu'on a besoin de prendre des moments d'introspection pour soi, pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis aussi de pouvoir mieux focusser sur ce qui s'en vient également. Oui, puis je pense aussi qu'il y a moyen de démontrer que la méditation, puis toutes ces techniques qui gravitent autour, admettons, puis jusqu'au travail sur soi, c'est quelque chose qui devient incontournable maintenant, dans le sens où si on veut être avant-gardiste, si on veut justement travailler de manière très optimale, on ne peut plus juste avoir des diplômes, des compétences et tout ça, ça se passe aussi à l'intérieur de soi. C'est dans un monde où les relations sont primordiales. Exact. Donc moi, ce que je veux apporter, c'est montrer que ça peut être très psychologique, très humain et pas forcément ésotérique, ce qui était connoté à l'époque quand on parle de méditation. Marie-Evelyn, merci beaucoup de ta présence à l'émission. Merci. Merci on se reparle prochainement. Toi. Et vous, on vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de Ça ne tombe pas du ciel. Pour voir tous nos épisodes, rendez-vous sur propulse.tv.